J'étais en train de torturer l'ex de ma meilleure amie dans les Sims quand des types du raid ont débarqué en force chez moi. Le bélier a fracassé la porte de ma chambre avec une telle violence que mon écran a failli basculer. Par réflexe, j'ai levé les mains, ma souris s'est écrasée au sol. Ils m'ont arraché à ma chaise, la tête plaquée contre le bureau pendant qu'on me ligotait les poignets dans le dos avec des colliers en plastique. Les hurlements de ma mère, qui venait du rez-de-chaussée, éclipsaient tout. La voix grave de mon père qui essayait de comprendre ce qui se passait. La chef des enquêteurs a jeté un œil à mes parents, escortés chacun par 2 agents, livides, secoués, puis s'est tournée vers moi. Bastion Ding a disparu depuis 48 heures. Elle avait une voix froide, carrée. Vous êtes notre principal suspecte. J'ai cru sombrer. J'ignorais totalement que l'ex de ma meilleure amie avait disparu. L'inspectrice a sorti son portable, a scrollé, et ce qu'elle a montré a arraché un cri paniqué à ma mère. On a vos messages. Elle a tourné l'écran vers mes parents. Votre fille a tout organisé. J'ai voulu parler, mais rien ne sortait. La gorge sèche comme du sable. Et puis elle s'est mise à lire chaque message à voix haute, chaque phrase jetée comme un coup de massue. Je viens de l'enfermer dans une pièce sans porte. Sa voix glaçait le sang. Je le regarde se pisser dessus et pleurer. J'explose de rire. Ma mère s'est couverte la bouche. Mon père a blêmi d'un coup. Mais c'est dans les Sims. J'ai réussi à balbutier, mais l'inspectrice a enchaîné. Je vais foutre le feu à la cuisine ensuite. J'ai retiré tous les détecteurs de fumée. Il est coincé. Elle a relevé la tête dans ma direction. Envoyé 2 jours avant la disparition de Bastion. Ma fille ne ferait jamais de mal à personne, a marmonné mon père, la voix tremblante. C'est forcément une méprise. C'est ce que tous les parents disent, a coupé sèchement l'autre. Elle a continué de dérouler mes messages. Tenez, écoutez. Je l'ai emmené dans un coin paumé et je l'oblige à se retenir. Encore et encore. Je le laisse pas aller aux toilettes. Daté d'hier après-midi. Mais c'est la mécanique du jeu! Dans les Sims, ils ont une barre de vessie! Ai-je crié, mais personne ne relevait. Daisy, ma meilleure amie, était dévastée. Bastion l'avait trompée. Le recréer dans les Sims, le faire souffrir virtuellement, c'était idiot, mais ça la faisait tellement rire. Sauf que là, tous ces messages, sortis de leur contexte, on aurait presque cru à un crime. Mon ami adore le voir souffrir. Chaque mot tombait, chargé de poison. Envoyé hier, juste avant. J'ai déjà retiré toutes les échelles de la piscine. Cette fois, il n'a aucune porte de sortie. Pendant que les agents embarquèrent mon ordi, mon téléphone, tout ce qui pouvait contenir des preuves, un autre prenait des photos de mon bureau, là où j'avais griffonné plein de scénarios de mort pour mon sim, toujours intitulé Bastion meurt, avec des petits cœurs parce que Daisy trouvait ça tordant. Ma mère pleurait en silence, les larmes coulant à flot. Mon père me fixait comme s'il découvrait une inconnue. « C'est quoi les Sims ?» sanglota ma mère. « C'est un truc louche du dark web ? C'est juste un jeu de simulation de vie, ai-je pleuré. Des millions de gens y jouent. » L'inspectrice a levé un sourcil et a repris « Votre ami vous a même demandé d'arrêter. » Daisy a écrit « Ok, là ça fait flipper, on devrait peut-être stopper. » Et vous ? Hors de question, je commence à peine. Il mérite bien pire. Elle n'a pas lâché mon regard. Elle vous a supplié d'arrêter. Sérieux, lâche Bastion. Mais vous vous êtes acharné. Pas avant d'avoir testé toutes les morts. Sois pas fragile. Vous étiez totalement obsédé. C'est qu'un jeu, ai-je hurlé, à bout de nerfs. Regardez mon ordi. Les Sims tournent dessus. J'ai créé un personnage qui lui ressemble et... On sait que certains passent à l'acte après s'être entraînés virtuellement, m'a-t-elle coupé. La pratique avant le passage à l'acte. On a déjà eu ce genre de dossier. Impossible de respirer, la poitrine prise dans un étau. Ils étaient persuadés que j'avais séquestré Bastion pour de bon, juste après lui avoir fait vivre l'enfer virtuel. Je voyais tout tourner autour de moi, les flics fouillaient en ma chambre, chaque objet en sachet devenait une preuve. À ce moment-là, le téléphone de la chef a vibré. Elle a décroché, l'air tendu, et soudain son expression a changé, à peine. Elle s'est approchée de mon ordinateur encore allumé. La petite musique joyeuse du quartier Sims emplissait la pièce. Elle s'est penchée, a lu le nom de Bastion qui flottait au-dessus du sim noyé dans la piscine. Sur le côté, la galerie affichait toutes les sauvegardes. Bastion brûle, Bastion meurt de faim, Bastion se fait gober par une plante vache. L'enquêtrice a ouvert ma conversation avec Daisy. Tout était là. Daisy qui me suppliait de continuer à torturer le sim, moi qui lui envoyais tous les screenshots de chaque mort. Elle s'est redressée, a fait un signe à son équipe. L'agent m'a libérée. Ils sont tous repartis, sans un mot d'excuse. Ma mère m'a serré si fort que j'étouffais presque. Et c'est là que papa a lâché la vérité sur Bastion. La voix brisée, il a expliqué que Bastion n'avait jamais disparu, qu'il était hébergé dans un foyer pour hommes du centre-ville depuis 2 semaines, parce que ses propres parents l'avaient jeté dehors. Mon cerveau refusait d'intégrer l'info. Je tremblais encore, à cause des liens, des bots du raid, du regard de mes parents pensant que leur fille était une criminelle. Papa a poursuivi. Il faisait du bénévolat dans ce foyer chaque week-end, servait le petit déjeuner, aidait à l'accueil. Il avait vu Bastion 3 jours plus tôt, l'avait reconnu tout de suite grâce aux photos Insta que Daisy montrait sans arrêt à toute la famille. Selon lui,
Bastien faisait pâle figure, traînait toujours en vieux sweat à capuche. Mais il semblait aller à peu près bien, jouait aux échecs avec les autres, restait discret. Papa n'en avait jamais parlé parce qu'il n'avait aucune idée d'une disparition, ni que la police le cherchait. À ce moment, les sanglots de ma mère sont devenus plus bruyants. Elle s'est tournée vers papa avec un regard furieux et lui a reproché de s'être tue, de n'avoir rien dit, ni au dîner, ni en passant, alors qu'il avait vu l'ex de Daisy dans un foyer. Papa s'est empourpré, bafouillant qu'il croyait que Bastien faisait du bénévolat lui aussi ou passait voir quelqu'un, qu'il ne voulait pas colporter de ragots sur la vie privée d'un gamin. Mais là, maman lui a hurlé dessus en lui disant que si elle avait su un mot, on aurait évité tout ce cauchemar, la perquisition, le traumatisme, tout ça. L'atmosphère à la maison a changé si brutalement que j'en ai eu la tête qui tourne. On est passé en un clin d'œil de la panique liée à mon arrestation à l'incompréhension totale, puis à la colère contre papa, qui n'avait pas compris plus tôt ce qui se tramait. J'ai attrapé mon téléphone sur la table basse, là où les policiers l'avaient laissé après l'avoir fouillé. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à entrer mon code. J'ai cherché Daisy dans mon répertoire. J'ai lancé l'appel, tout en entendant mes parents qui se chamaillaient derrière moi. Daisy a répondu à la deuxième sonnerie, s'inquiétant de savoir si j'allais bien, si c'était vrai, cette histoire de police, apparemment parce qu'un cousin avait publié une photo des camions du raid dans notre rue. Je l'ai interrompu pour lui dire que Bastien n'était pas porté disparu comme tout le monde le pensait, qu'il était dans un foyer au centre-ville et que papa l'y avait vu. À l'autre bout du fil, un silence total, presque pesant, a régné pendant une bonne dizaine de secondes. Puis Daisy a balayé ça d'un « c'est pas possible », ajoutant que jamais les parents de Bastien n'auraient pu le mettre dehors. Pour eux, c'était l'enfant parfait, le fils modèle. Ils en étaient convaincus. Mais j'entendais bien qu'elle commençait à douter, sa voix marquée par cette infime hésitation qui trahissait qu'elle remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir. Elle m'a demandé pourquoi il était dans un foyer. J'ai répondu que j'en savais rien, mais que papa l'avait vu là-bas 3 jours plus tôt, et qu'apparemment il y était depuis déjà 2 semaines. Nouveau silence, puis elle a murmuré que la mère de Bastien avait posté sur Facebook qu'elle priait pour que leur fils perdu revienne, comme s'il avait disparu du jour au lendemain. J'ai remarqué la carte de la détective, toute cornée et déchirée, traînée sur la table basse. Je savais qu'il fallait la rappeler, lui transmettre ses infos, lui dire où était Bastien. J'ai essayé de saisir la carte, mais mes mains tremblèrent tant qu'elle est tombée 2 fois par terre. Maman a vu ma galère, a pris le téléphone pour raccrocher avec Daisy en lui promettant qu'on la rappellerait, puis elle m'a aidé à tenir la carte pendant qu'elle composait le numéro de la détective à ma place. La détective a répondu d'une voix tout ce qu'il y a de plus neutre et professionnel, probablement persuadée de traiter un appel de routine pour une banale affaire. Papa a pris le combiné et expliqué qui il était, qu'il faisait régulièrement du bénévolat au foyer, qu'il y avait croisé la personne recherchée plusieurs fois ces 2 dernières semaines. À travers le haut-parleur, j'ai senti la voix de la détective changer de ton, devenir plus vive, plus précise. Elle a posé à papa tout un tas de questions sur la dernière fois qu'il avait vu Bastien, sur son état, s'il lui avait parlé. Papa répondait calmement, prenant soin de donner tous les détails pendant que maman et moi restions collées l'une contre l'autre sur le canapé sans oser souffler mot. La détective a alors dit qu'elle passerait dans l'heure et a raccroché. On est resté là, à attendre dans un silence plombant, sans savoir quoi dire. Papa visiblement mal à l'aise, maman furieuse, et moi, tentant seulement de faire cesser mes tremblements. 53 minutes plus tard, des phares ont balayé la fenêtre du salon. La berline de la détective entrait dans notre allée. Elle était seule cette fois. Pas d'unité spéciale ni de policier en uniforme. En arrivant à la porte, elle semblait à bout, comme si tout cela lui pesait bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle s'est installée à la table de la cuisine avec papa et a consigné sa déposition dans un petit carnet, lui demandant de décrire l'apparence et le comportement de Bastien au foyer. Papa a expliqué que Bastien paraissait effacé, fermé sur lui-même, toujours assis dans un coin de la salle commune. La détective lui a demandé s'il lui avait parlé, mais papa a avoué que non. Il ne voulait pas s'imposer. Il l'avait simplement reconnu et respecté sa distance, pensant qu'il devait avoir ses raisons. Carnet refermé, la détective nous a tous regardés avant d'annoncer qu'on allait l'accompagner au foyer pour retrouver Bastien et confirmer son identité. On s'est tous entassés dans sa voiture, maman à l'avant, papa et moi à l'arrière, et elle nous a menés à travers la ville jusqu'à la rue 5e. La scène paraissait irréelle, après le chaos du matin, comme si le monde avait basculé et que c'était à moi, maintenant, d'aider à retrouver quelqu'un que j'avais été accusée de blesser. La radio de la détective grésillait en fond avec d'autres appels, auxquels elle ne prêtait aucune attention, entièrement focalisée sur la route. Arrivée devant le foyer, un ancien bâtiment en briques avec d'immenses fenêtres et une vieille croix au-dessus de la porte, on a stationné sur le parking minuscule. La détective nous a dit d'attendre dans le hall pendant qu'elle vérifiait la présence de Bastien, mais papa a proposé de l'accompagner pour lui montrer la salle commune, ce qu'elle a accepté. On l'a tous suivi en silence à travers les portes battantes. À l'intérieur, le couloir sentait à la fois le désinfectant industriel et le café-filtre.
Papa nous a conduits dans une grande pièce garnie de tables pliantes et de chaises qui n'allaient pas ensemble. Bastien était là, tassé dans un coin, jouant aux cartes avec 2 hommes plus âgés, visiblement habitués des lieux. Il avait tellement maigri, plus rien à voir avec les photos souriantes qu'on voyait chez Daisy, et ses joues creuses, ses cernes, tout dénotait la fatigue et l'épuisement. Il portait un vieux sweat à capuche gris, tout délavé, et un jean trop large pour lui. Lorsqu'il a levé la tête et qu'il nous a repérés, qu'il a aperçu l'insigne de la détective, la couleur a quitté son visage en 1 seconde. Les cartes lui ont échappé des mains et se sont éparpillées un peu partout sur la table. La détective s'est approchée et lui a directement demandé « Vous êtes Bastien Digne ?» Il a répondu d'un signe de tête, sans oser croiser notre regard. Elle l'a invité à la suivre dans une salle à part et il s'est levé avec difficulté, comme si ses jambes lui pesaient trop. Ils sont entrés dans un bureau discrètement accolé à la salle commune et la détective a pris soin de refermer la porte derrière eux. Papa, maman et moi, on est restés comme 3 statues plantées dans le couloir, n'osant même pas échanger. À travers la porte, j'entendais Bastien pleurer, sa voix brisée par la détresse. Il disait qu'il n'avait jamais voulu qu'on en arrive là, qu'il avait juste eu besoin de disparaître un temps, qu'il ne savait plus quoi faire d'autre. Le ton de la détective, plus bas, ne me permettait pas de saisir les questions posées. Puis, soudain, Bastien a élevé la voix, expliquant d'un ton ému que ses parents avaient découvert son homosexualité 2 semaines plus tôt, qu'ils avaient farfouillé dans son téléphone et trouvé des messages avec un garçon de sa classe d'anglais. Il racontait qu'il s'était mis à hurler, à l'insulter, lui affirmant qu'il était une abomination, qu'il finirait en enfer. Son père lui avait laissé 30 minutes pour prendre ce qu'il pouvait, puis l'avait déposé ici, au foyer, et était reparti sans un mot. Bastien expliquait qu'il avait eu trop honte pour en parler à qui que ce soit, incapable d'affronter ses amis, Daisy ou quiconque de son ancienne vie. Il avait seulement attrapé son sac à dos avec quelques fringues et son portefeuille, et s'était retrouvé ici, en ignorant tous les appels et messages, parce qu'il ne supportait pas l'idée de devoir expliquer pourquoi ses parents l'avaient rejeté. Son téléphone était tombé en rade dès le premier jour, et il n'avait même pas cherché à le recharger, ne voulant ni lire les messages haineux de ses parents, ni mentir à ses amis sur la situation. Après ça, la voix de la détective est devenue quasiment inaudible, et je n'ai plus saisi ce qu'elle demandait ensuite. Bastien lui répondait par bribes, entre 2 sanglots étouffés derrière la porte. L'attente a semblé interminable, nos jambes finissant par s'engourdir à force de rester debout. Maman tournait en rond, passant sans cesse d'un pied sur l'autre, tandis que papa gardait les bras croisés, le regard planté au sol. Finalement, la porte s'est ouverte et la détective est sortie, impassible. Elle a demandé à Bastien s'il connaissait quelqu'un portant mon nom. Il a hoché la tête négativement, l'air désemparé. Elle lui a alors montré sur son téléphone des captures d'écran de mes messages à Daisy, ceux où je parlais de le piéger, de le voir souffrir. En les lisant, son visage s'est décomposé puis il a levé des yeux perdus vers elle, demandant pourquoi quelqu'un aurait pu écrire ça sur lui. La détective lui a expliqué l'histoire des Sims et j'ai vu son expression passer de la perplexité à la stupéfaction. Il a dit qu'il n'y avait même jamais touché à ce jeu, qu'il ne comprenait pas pourquoi on aurait inventé un personnage à son nom juste pour le faire souffrir. La détective l'a remercié et lui a assuré qu'il n'était coupable de rien, que tout ça relevait d'un énorme malentendu. Nous sommes tous revenus dans le hall du foyer, sans un mot, puis jusqu'au parking où la voiture nous attendait. Après ce long enfermement, la lumière dehors nous a presque éblouis et j'ai dû plisser les yeux. La détective s'est tournée vers mes parents et a présenté ses excuses pour l'angoisse causée à notre famille, d'un ton neutre et professionnel, comme si elle récitait un texte appris. Elle a expliqué que les messages pris hors contexte paraissaient extrêmement suspects et qu'ils étaient obligés de lancer une enquête sérieuse dès qu'une disparition leur était signalée. Papa a demandé s'il était possible de s'en aller. Elle a acquiescé en tendant une carte où était noté un numéro de dossier. Maman, silencieuse, m'a juste pris la main, la serrant si fort que mes doigts en sont devenus engourdis. Dans la voiture de papa, personne n'a décroché un mot. La radio est restée muette. Seuls les pneus sur l'asphalte accompagnant le silence. Arrivé devant chez nous, j'ai vu la porte d'entrée encore grande ouverte, laissée ainsi après que le raid avait débarqué des heures plus tôt. À l'intérieur, on avait l'impression qu'une tornade avait tout retourné. Les coussins du canapé éparpillés, les tiroirs de la cuisine vidés, les cadres de famille en train de glisser des murs. J'ai grimpé l'escalier jusqu'à ma chambre et franchi ce qui restait de la porte, à moitié arraché de ses gonds. Mes tiroirs étaient tous sortis de mon bureau, leur contenu éparpillé partout. Le placard grand ouvert, mes vêtements jetés en boule, le lit complètement dénudé, le matelas décalé, les oreillers éventrés, la mousse des passants. Ils avaient même vidé ma poubelle, étalant les déchets sur la moquette. Mon ordi n'était plus là, forcément emporté comme preuve. Mon téléphone pareil, tout mon matériel de jeu démonté. Je me suis assis au milieu de ce chaos, fixant le mur à l'endroit où mon écran se trouvait encore ce matin-là. C'était mon refuge, mon univers à moi,
et des inconnus l'avaient ausculté de fond en comble pour trouver ce qui pouvait m'accuser d'avoir fait du mal à quelqu'un. Je me suis mis à ramasser mes affaires automatiquement, essayant de replier mes vêtements même si mes mains tremblaient. Maman a passé sa tête dans l'embrasure et m'a lancé « Laisse tomber, on s'occupera du rangement demain ». Mais je n'ai pas pu m'empêcher de continuer. Il fallait que je reprenne le contrôle sur au moins une chose. J'étais encore en train de plier quand j'ai entendu une voiture se garer, puis des coups paniqués à la porte. Maman est descendue. Juste après, j'ai reconnu la voix de Daisy, haute et tremblante. « Ça va ?» Elle a grimpé l'escalier en courant, puis s'est précipitée dans ma chambre, les larmes coulant sur ses joues, les yeux rouges gonflés. Elle s'est jetée sur moi et m'a serré si fort que j'en ai perdu le souffle, répétant « Je suis désolée, vraiment désolée ». Elle m'a expliqué qu'elle avait vu les voitures du raid plus tôt dans la rue, qu'elle avait essayé de m'appeler mais que ma messagerie s'enclenchait tout de suite, qu'elle avait paniqué toute la journée. Je lui ai dit qu'ils avaient vraiment cru que j'avais enlevé Bastion à cause de nos messages sur les Sims. En m'écoutant, elle est devenue livide et s'est assise lourdement sur le matelas défait. Elle a murmuré « C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui voulais ma vengeance, qui n'ai pas arrêté de te pousser à lui faire payer dans le jeu. » Je lui ai assuré que Bastion allait bien, qu'il était resté tout ce temps dans un foyer, puis je lui ai raconté pourquoi. J'ai dit « Ses parents l'ont mis à la porte parce qu'il est homo. » Daisy est restée muette, bouche bée, comme si elle voulait parler sans y arriver. Après un long moment, elle a avoué qu'elle s'était souvent posé des questions, avait remarqué des signes, mais avait préféré ne pas y penser. Elle disait « Il faisait tout pour donner le change. Il multipliait les commentaires sur les filles. Il était hyper démonstratif avec moi en public, tellement que j'en étais venue à me convaincre que j'avais tort. » Elle a recommencé à pleurer, d'un coup plus fort, tout son corps secoué de sanglots. J'ai honte de ce qu'on a fait dans les Sims, maintenant que je sais ce que Bastion traversait pendant qu'on se vengeait bêtement sur son avatar. L'infidélité qui me semblait un drame il y a 2 semaines paraît ridicule à côté du fait qu'il ait été rejeté par ses parents et obligé de vivre à la rue. Je ne savais pas quoi répondre, alors je suis restée là, sans bouger, à ses côtés pendant qu'elle pleurait. Maman est montée avec 2 mugs de thé, puis s'est assise par terre avec nous et a demandé « Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, les Sims ?» Daisy et moi, on a tenté de lui faire comprendre que c'est juste un jeu de simulation de vie auquel des millions de gens jouent, et que faire souffrir des personnages virtuels, c'était juste de l'humour noir, une manière d'évacuer nos vraies émotions. Quand on en parlait entre nous, tout prenait une tournure absurde, bancale, comme si c'était ridicule. Maman a demandé « Mais pourquoi ça vous fait rire de malmener un personnage inventé ?» Et là, on s'est retrouvés incapables de trouver une explication valable. Elle n'était pas fâchée, juste perplexe, mais c'en était presque plus gênant encore. On est resté à siroter notre thé en essayant tant bien que mal de lui expliquer le monde des jeux vidéo, jusqu'à ce que le crépuscule colore la pièce à travers ma fenêtre cassée. Daisy a fini par partir vers 20h et j'ai tenté d'aller dormir, alors que ma chambre avait encore des airs de champ de bataille. Allongée dans le noir, les yeux fermés, dès que je commençais à m'assoupir, je revivais l'intervention du raid. Le fracas du bélier sur la porte, mon visage plaqué contre le bureau, les colsons qui me serraient les poignets. Je sentais une boule dans ma poitrine. Ma respiration devenait erratique. Vers minuit, j'ai renoncé à dormir et me suis réfugiée dans mon placard, la lumière allumée, les genoux contre moi, à tenter de reprendre mon souffle. J'y suis restée blottie jusqu'à l'aube, quand la lumière du matin s'est glissée par la porte en miettes. Il fallait pourtant aller en cours, même si j'avais l'impression de n'avoir pas fermé l'œil. Dès que j'ai mis un pied sur le campus, j'ai senti tous les regards sur moi. Les groupes se taisaient à mon passage, puis recommençaient à chuchoter quand je m'éloignais. Au centre étudiant, j'ai remarqué un portable braqué vers moi et compris que quelqu'un filmait. Le ventre noué, je suis allée vérifier sur un poste à la bibliothèque. La vidéo était déjà là, filmée depuis la fenêtre d'en face, montrant toute la scène. L'assaut, les policiers, moi menotté, maman qui crie. Mise en ligne 6 heures plus tôt, elle totalisait déjà des milliers de vues. Les commentaires fusaient, certains me traitaient de folle, d'autres assuraient que j'avais l'air louche. D'autres encore se moquaient juste de mon pyjama. Quelqu'un avait même publié des captures de mes profils réseaux sociaux à côté de la vidéo. Mon visage circulait partout, accolé à une histoire dont je n'étais pas coupable, et il n'y avait rien à faire. J'ai reçu un mail de Maya, ma référente universitaire, qui me demandait de venir la voir dès que possible. J'ai chopé mon sac, baissé la capuche, et traversé le campus en essayant de me faire toute petite. À chaque personne croisée, j'avais l'impression d'être jugée, même si ce n'était sûrement qu'une impression. Le bureau de Maya, au 3e étage, respirait la même inquiétude que sur son visage quand elle m'a ouvert et m'a désigné une chaise. Elle a lancé la fameuse vidéo sur son ordinateur. J'ai dû détourner le regard. Me voir ainsi traîner dehors, les poignets entravés, c'était insupportable. Elle m'a demandé « Comment tu vas ? Tu veux peut-être prendre un peu de recul par rapport au cours ? Le temps d'encaisser ?» J'ai secoué la tête. Manquer les cours n'arrangerait rien. Ce serait pire. J'accumulerais du retard. J'ai tout débité à toute vitesse.
Mes mots s'embrouillaient, je lui ai expliqué les Sims, que c'était juste un jeu où on invente des personnages et où on les fait vivre n'importe quoi. J'ai évoqué la rupture de Daisy et comment, pour plaisanter, on infligeait des trucs absurdes au personnage de Bastian. Je lui ai même montré des captures d'écran pour qu'elle voie que les Sims, c'était juste des persos cartoon ridicules qui meurent de façon complètement grotesque. Maya m'écoutait, hochant la tête, mais son regard restait fermé. Elle m'a prévenue. Tu sais, la vérité importe peu quand tout le monde se fait déjà une idée de la culpabilité de quelqu'un. Elle a ajouté « Attends-toi à que ça dure sur le campus, l'opinion publique ne s'embarrasse pas de preuves ou de la réalité. » Sa façon de le dire m'a glacée, parce que, honnêtement, elle n'avait pas tort. L'après-midi, j'avais introduction à la psychologie. J'ai hésité à y aller, mais je ne pouvais vraiment plus me permettre de sécher. Je me suis installée tout au fond, comme d'habitude, carnet ouvert devant moi. Juste devant, 2 filles chuchotèrent mon nom. L'une d'elles a soufflé. Franchement, c'est sûr qu'elle a pété un câble. L'autre a répondu « Les flics débarqueraient pas pour rien. » J'ai fixé ma feuille en faisant semblant de rien. Le prof a lancé son cours sur la dissonance cognitive, mais je n'ai rien suivi du tout. Les filles continuaient avec leurs chuchotements et leurs regards en coin. À la fin, le prof s'est interrompu net pour demander si tout allait bien. Toute la salle s'est retournée d'un coup, pile sur moi et les 2 filles. L'une d'elles a viré cramoisie et secoué la tête. Le prof a ajouté « On se reconcentre et on respecte les autres. Merci. » Évidemment, ça n'a fait qu'empirer la gêne. J'aurais voulu disparaître. En plein cours, mon téléphone s'est mis à vibrer. 1 fois, puis 2, puis sans arrêt. J'ai jeté un œil discrètement. C'était Daisy qui m'inondait de messages. Elle écrivait en majuscules pour m'expliquer que les parents de Bastion racontaient à tout va que toute cette histoire n'était qu'un énorme malentendu, qu'ils ne l'avaient jamais fichu dehors, que Bastion était fragile et qu'il était parti de lui-même, eux rongés d'inquiétude. Daisy m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook de la mère de Bastion qui jouait la carte du fils en détresse, à plaindre. Daisy était furieuse. Elle ne supportait pas de les voir mentir, alors que tout le monde savait ce qu'ils avaient vraiment fait. Ils essaient juste de se donner le beau rôle et de passer pour les victimes. Je lui ai répondu que ce genre de parents réécrivent toujours l'histoire pour ne jamais être ceux à blâmer. Mon portable n'arrêtait pas. Chaque message de Daisy semblait plus rageur que le précédent. En sortant du cours, j'avançais dans le couloir quand quelqu'un a appelé mon prénom. Je me suis retournée, c'était Gray, le type de la sécu du campus, la quarantaine, cheveux poivre et sel, air sympa. Il m'a dit « J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Je voulais juste vérifier que tu te sentais en sécurité ici. » Il m'a demandé si quelqu'un m'avait embêté ou menacé directement. Je lui ai parlé des rumeurs et de la vidéo, mais j'ai précisé que personne n'était encore venu m'agresser en face. Gray m'a tendu sa carte en disant « Si jamais tu as le moindre problème, tu m'appelles tout de suite. » J'ai senti qu'il était sincère, mais voir la sécurité venir prendre de mes nouvelles en personne, ça me mettait encore plus mal à l'aise, comme si tout le monde avait les yeux rivés sur moi dans le couloir. Je l'ai remercié. J'ai glissé sa carte dans ma poche et je suis partie aussi vite que possible, en essayant de ne pas me mettre à courir. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Une notification toutes les 2 secondes. Des messages de personnes que je connaissais à peine. Certains me soutenaient, disaient qu'ils me croyaient, que tout ça devait être un malentendu, mais la plupart se permettaient des questions franchement déplacées sur l'arrestation. On voulait savoir ce que ça faisait d'être menotté, si c'était vraiment moi qui avais inventé le personnage de Bastion, ou si c'était une histoire montée de toutes pièces. Quelqu'un s'est même permis de demander « Est-ce que tu as déjà blessé quelqu'un, pour de vrai ?» Une autre personne voulait savoir si j'avais un avocat. Les questions s'enchaînaient sans fin, impossible de suivre. Au bout d'un moment, j'ai coupé mon portable et je l'ai jeté au fond de mon sac. Le silence est aussitôt retombé et j'ai eu la sensation de respirer à nouveau. Ce soir-là, papa a décrété « Il faut aller récupérer ton ordi et ton téléphone à la police ». On a fait la route jusqu'au commissariat sans dire un mot, papa cramponné au volant, pas envie de faire la conversation. Arrivé là-bas, on a attendu au guichet que quelqu'un s'occupe de la restitution. Ce n'était pas la même policière que la première fois, mais une plus jeune, avec les cheveux blonds tirés en arrière. Elle m'a jeté un regard franchement dégoûté pendant qu'elle vérifiait mon identité et me faisait signer les papiers. Elle a soufflé entre ses dents. « T'as vraiment de la chance !» La manière dont elle a poussé mon ordi et mon téléphone sur le comptoir était presque agressive, comme si ça la dérangeait de devoir les rendre. Papa l'a remerciée, mais elle n'a même pas pris la peine de répondre. On est reparti jusqu'à la voiture. J'ai gardé les sacs de preuves sur les genoux pendant tout le trajet du retour. Une fois installée dans ma chambre, j'ai rebranché mon ordi, la porte toujours dégondée à cause du bélier. Dès l'allumage, les Sims ont redémarré tout seuls. Le jeu avait été laissé ouvert quand ils l'avaient confisqué. Mon quartier était encore là, et Bastion flottait à la surface de la piscine, face contre l'eau, à l'endroit même où j'avais retiré l'échelle. La petite musique joyeuse du jeu contrastait affreusement avec la scène. Je suis restée longtemps à regarder ce sim mort à l'écran, avec cette boule au ventre en repensant à tout ce qui s'était passé. J'ai ouvert le menu et cherché de quoi supprimer la sauvegarde complète.
Le jeu m'a demandé « Êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. » J'ai confirmé, et toutes ces heures passées dessus se sont évaporées en 1 seconde. Plus de scénario glauque, plus de pièges, plus rien à montrer à Daisy. Tout avait disparu en 2 secondes. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. C'était Daisy. Je décroche, sans même avoir le temps de dire bonjour, elle enchaîne directement. Elle me raconte que Bastien l'a contacté pour s'excuser de lui avoir menti, qu'il voulait lui expliquer ce qu'il traversait et pourquoi il s'était comporté comme ça. Sa voix oscillait entre la peine et la confusion. Elle avouait « Je sais pas si j'ai envie de lui parler. J'aimerais comprendre, avoir des réponses, mais je suis encore tellement en colère. » Elle attendait que je lui donne mon avis. Je lui ai répondu qu'écouter Bastien pourrait quand même valoir le coup, qu'il traversait quelque chose d'infiniment difficile. Se faire rejeter par ses propres parents à cause de son homosexualité, c'est un vrai traumatisme. Mais je comprenais aussi sa douleur à elle, parce que la trahison, elle, était bien réelle, peu importe à quel point il était perdu. Daisy est restée silencieuse un moment, avant de souffler qu'elle avait la sensation d'avoir été manipulée tout du long, comme si Bastien avait fait semblant d'être hétéro avec elle, et qu'au fond, elle n'était qu'un décor dans sa vie cachée. J'ai eu du mal à trouver quoi lui répondre, parce qu'elle n'avait pas complètement tort. Bastien s'était effectivement servi d'elle, même s'il n'avait jamais voulu la blesser. On a continué à parler un bon moment, tentant de démêler cette histoire compliquée, mais plus rien n'avait l'air simple. 2 jours après avoir parlé avec Daisy, maman est venue frapper à ma porte juste avant le petit-déj. Elle s'est assise sur mon lit et m'a demandé si j'avais envisagé de voir quelqu'un pour en parler. Je lui ai assuré que j'allais bien et que je n'avais pas besoin de psychologue. Mais elle m'a regardée avec ses yeux tristes. Puis elle a souligné que je m'étais réveillée en hurlant 3 fois cette semaine. Mes cauchemars s'aggravaient au lieu de disparaître et elle commençait sérieusement à s'inquiéter. Je me suis détournée d'elle, fixant mon écran d'ordinateur, mais elle a continué, expliquant que c'était parfaitement normal d'avoir besoin d'aide après un choc pareil. J'ai fini par dire oui, juste pour qu'elle arrête de tourner autour du pot. Elle a donc pris rendez-vous pour moi le jeudi après-midi, chez une certaine Dr Locke, spécialiste des traumatismes. Son cabinet se trouvait dans un immeuble médical sans âme, juste à côté de la fac. En attendant mon tour, j'ai rempli des questionnaires sur mes antécédents psy, puis la Dr Locke a prononcé mon nom et je l'ai suivie dans un petit bureau, 2 chaises, une boîte de mouchoirs sur la table d'appoint. Elle m'a demandé ce qui m'amenait ici, j'ai démarré mon récit, parlé des Sims et du malentendu, et sans prévenir, je me suis effondrée, incapable de reprendre mon souffle. Tout a débordé, le bélier, les colliers de serrage, ma mère qui criait en bas. La docteure m'a tendu un mouchoir, m'a laissé pleurer tout le temps qu'il fallait. Une fois calmée, elle m'a expliqué que mes réactions étaient typiques d'un trouble aigu du stress. Mon sentiment de sécurité s'était volatilisé, mon cerveau n'arrivait pas à digérer ce qui s'était passé, et mes cauchemars, mes angoisses, c'était simplement mon corps qui cherchait à rendre tout ça compréhensible. En sortant de la séance, j'ai regardé mon téléphone, et là, je suis tombée sur le message du colocataire de Bastien posté sur les réseaux. Colt Macias avait écrit un long texte expliquant que Bastien se battait avec sa sexualité depuis des années. Il précisait que ses parents ultra-religieux l'avaient mis à la porte après avoir découvert qu'il avait des applis de rencontres gays sur son téléphone. Il y avait déjà des milliers de commentaires sous la publication, certains pour soutenir Bastien et saluer son courage. Certains lui en voulaient d'avoir semé autant le trouble plutôt que d'avoir assumé qui il était plus tôt. Quelqu'un écrivait que garder un secret ne justifiait pas d'avoir laissé croire à tout le monde qu'il avait été enlevé. Un autre traitait ses parents de monstres, affirmant qu'ils méritaient d'être exposés publiquement. Le lendemain matin, j'ai été convoquée dans le bureau du doyen en plein cours de biologie. Mon professeur m'a remis un mot et toute la classe m'a suivi du regard pendant que je rassemblais mes affaires. La secrétaire m'a fait entrer sans attendre. Il m'attendait derrière son énorme bureau en bois. Il a sorti un dossier et m'a expliqué que plusieurs étudiants avaient officiellement signalé qu'ils ne se sentaient plus en sécurité à cause de ma présence. Il m'a montré le rapport de police qui m'innocentait totalement, puis il m'a confié que sur un campus, l'image comptait autant que la réalité. Il m'a recommandé de me faire discrète jusqu'à la fin du semestre. J'ai hoché la tête et quitté son bureau, la nausée au ventre. Mais rester discrète s'est avéré impossible dès qu'on m'a reconnue à cause de la vidéo devenue virale. En sortant de cours l'après-midi, j'ai retrouvé ma voiture couverte de peinture, avec cinglé tagué en grosses lettres rouges sur la portière. La sécurité du campus est venue faire des photos et rédiger un rapport. L'agent m'a assuré qu'il regarderait les caméras, mais qu'il y avait des angles morts sur le parking. Je suis restée un moment assise dans ma voiture, à fixer la peinture, luttant pour ne pas pleurer. La sécurité m'a précisé que je pouvais demander un remboursement auprès de l'université, mais que le dossier prendrait des semaines à être traité. Pendant que j'étais encore sur le parking, Daisy m'a écrit.
Elle venait de croiser Bastien dans un café du centre-ville, il s'était excusé pour tout et avait tenté de lui expliquer la raison de son infidélité. D'après elle, il s'était persuadé qu'il était hétéro en sortant avec elle, mais en réalité, ça ne faisait que le faire se sentir plus mal dans sa peau. Il avait cru qu'en se forçant à être attiré par les filles, il éviterait la colère de ses parents. Daisy disait qu'il avait pleuré tout du long et semblait sincèrement désolé de l'avoir blessé. Je lui ai demandé par message si elle lui avait pardonné, et au lieu de répondre par écrit, elle m'a appelé. Sa voix trahissait la fatigue et le désarroi. Elle m'a expliqué que pardonner était difficile pour elle, qu'une partie d'elle lui en voulait d'avoir été blessée alors qu'il gérait ses propres problèmes, qu'elle se sentait réduite à un simple accessoire dans son histoire cachée et non à une véritable petite amie. Mais une autre partie d'elle culpabilisait devant sa détresse. Elle comprenait ses raisons, mais ça ne diminuait en rien la douleur. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à prendre de décision tout de suite, qu'elle avait le droit de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'elle ressentait sans se mettre de pression. Ce soir-là, j'ai entendu mes parents se disputer dans la cuisine. J'étais assise en haut des escaliers, écoutant leurs échanges. Papa répétait qu'il s'en voulait de ne pas avoir parlé plus tôt du fait qu'il avait croisé Bastien au foyer. La voix de maman était sèche quand elle lui lançait que ce n'était pas sa faute, mais on sentait bien dans son ton qu'elle avait encore du mal à digérer sa propre colère. Papa disait que s'il avait agi instinctivement, tout ça ne serait jamais arrivé. Maman tentait de le rassurer en lui disant d'arrêter de se torturer pour des choses qu'il ne pouvait pas changer, mais les voix montaient et j'ai préféré remonter dans ma chambre, refermant la porte derrière moi. La semaine suivante, mes parents sont allés voir un avocat pour envisager de poursuivre la police. Ils sont rentrés, les traits tirés, m'ont fait asseoir dans le salon. L'avocat leur avait expliqué que les messages envoyés suffisaient à justifier une enquête de la police, que même si la perquisition avait été traumatisante et, en fin de compte, injustifiée, les agents avaient simplement suivi la procédure compte tenu des éléments qu'ils avaient. Il a dit qu'on pouvait porter plainte, mais que ce serait coûteux et qu'on avait peu de chances de gagner. Papa a demandé pour les dégâts psychologiques et la porte cassée. L'avocat trouvait ça trop léger pour une plainte pour violation des droits. Maman a pleuré en silence, la main serrée dans celle de papa. 3 semaines après la perquisition, alors que je traversais le couloir de la résidence, quelqu'un a brutalement claqué une porte. Ce bruit m'a frappé comme un coup. J'ai été incapable de respirer d'un coup. Des taches noires dansaient devant mes yeux. Mes jambes ont lâché. Je me suis retrouvée assise par terre, la tête entre les genoux, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. J'avais le dos baigné de sueur, les mains qui tremblaient sans que je puisse les calmer. Quelqu'un m'a demandé comment j'allais, mais sa voix me parvenait étouffée, comme sous l'eau. Je suis restée là, plus d'1 heure, à attendre que mon corps se calme. Quand j'ai enfin réussi à me relever, j'avais les jambes flageolantes. J'ai dû m'agripper au mur pour rentrer jusqu'à ma chambre. Maya, depuis quelque temps, m'attendait régulièrement à la sortie des cours. Elle traversait le campus avec moi en me demandant si ça allait, si j'avais mangé. La 3e fois, j'ai senti qu'elle tournait autour du pot avant de me parler d'un groupe de soutien pour les étudiants ayant vécu un traumatisme. Ils se réunissaient le mardi soir au centre d'accompagnement. Je lui ai dit que ça irait, que je ne me voyais pas du tout m'asseoir en cercle pour raconter mes états d'âme à des inconnus. Elle m'a répondu de réfléchir et m'a tout de même tendu un flyer que j'ai glissé tout au fond de mon sac, bien décidée à l'oublier. Rien que l'idée d'être la fille qu'on a arrêtée dans un groupe de soutien me donnait des sueurs froides. Je refusais qu'on découvre mon histoire ou qu'on me regarde avec pitié. Pourtant, Maya continuait de prendre de mes nouvelles, m'envoyait de petits messages de soutien au hasard, glissait même des mots dans mon casier. C'était gentil, même si ça m'agaçait un peu, parce que ça me rappelait que j'étais devenue une personne dont il fallait s'inquiéter. Ce vendredi matin-là, je faisais défiler distraitement mon téléphone au petit déjeuner quand la publication de Bastien est apparue sur mon écran. Son message était long, précis, il racontait comment ses parents étaient tombés sur ses messages, l'avaient mise à la porte le soir même, comment il s'était retrouvé au foyer, coupé du monde, rongé par la honte. Il présentait ses excuses à Daisy, reconnaissant s'être servi d'elle pour masquer qui il était vraiment. À moi, il demandait pardon pour tout le chaos qu'avait provoqué sa fuite, expliquant qu'il n'aurait jamais imaginé que la police ferait le lien entre son signalement et des textos envoyés dans un jeu vidéo. Il évoquait sa peur, sa solitude, son homosexualité et combien il était terrifié. Les commentaires, c'était un vrai bazar. Certains, réconfortants, parlèrent de leur propre coming out ou de la façon dont ils avaient affronté des parents compliqués. D'autres lui reprochèrent d'être parti sans prévenir, le traitant d'égoïste. Beaucoup débattaient. Était-il vraiment redevable envers Daisy ou est-ce que ses mensonges étaient excusables vu sa situation? Il y en a un qui a écrit que, tout compte fait, j'avais l'air moins folle. Un autre trouvait tout ça louche. Quoi qu'il arrive, mon téléphone ne cessait de vibrer tandis que des gens commençaient à me taguer un peu partout. Certains prenaient ma défense, expliquant aux autres, ceux qui buguèrent sur mon histoire, le fonctionnement des Sims, capture d'écran à l'appui,
histoire de montrer pourquoi ces échanges avaient un sens. Mais la majorité continuait de me trouver bizarre d'avoir créé un personnage juste pour le torturer. Un commentaire affirmait que, jeu ou pas, passer des heures à organiser virtuellement la mort de quelqu'un révélait un truc qui clochait chez moi. Un autre pointait les petits cœurs près de mes dessins, preuve selon lui que je prenais ça trop à cœur. J'ai fini par fermer l'appli et glisser mon téléphone dans ma poche. Je n'avais presque rien mangé, mais mon appétit avait disparu. Même le sentiment d'être lavé de tout soupçon avait un goût amer, puisque les gens continuaient de me juger pour un truc qui, à l'époque, ne me paraissait pas si grave. Dans l'après-midi, Daisy m'a envoyé un message pour savoir si j'avais vu la publication de Bastien. J'ai répondu oui, lui demandant ce qu'elle en pensait. Plutôt que d'écrire, elle m'a appelé. Sa voix était tendue. Il fallait qu'on parle de tout ça. On s'est retrouvés 1 heure plus tard à la bibliothèque, dans une salle d'études. À peine assise en face de moi, elle a lâché « Tu fais du coming out de Bastien un rebondissement sur ton propre drame. » Je l'ai regardée, sidérée. Elle m'a reproché de me comporter comme si j'étais la seule victime, alors que Bastien, lui, avait été mis à la porte et dormait dans la rue. J'ai senti mes joues brûler. Je lui ai rappelé que, depuis le début, c'était elle qui avait voulu cette vengeance dans les Sims, qu'elle voulait qu'il souffre et me réclamait sans cesse de nouveaux scénarios foireux. Elle est tombée des nues que je ramène ça sur le tapis. J'ai insisté, c'est elle qui avait tout encouragé, et voilà qu'aujourd'hui, elle me faisait passer pour une cinglée qui aurait tout prémédité seule. Elle s'est levée, estimant que j'étais injuste. Je me suis aussi levée, lâchant qu'elle ne comprenait pas l'état dans lequel j'étais, à quel point je me sentais encore violée et terrorisée. Elle a attrapé ses affaires et s'est tirée sans un mot. Silence radio pendant 4 jours. J'avais beau scruter mon téléphone toutes les 5 minutes en espérant qu'elle revienne vers moi, rien. C'était la première fois qu'on restait aussi longtemps sans se parler depuis le collège. Son absence me déchirait, j'en avais mal physiquement. Mais j'étais encore plus en colère qu'elle ne voit pas combien j'étais brisée par tout ça. Dès que je pensais lui écrire, son reproche me revenait en tête, que je faisais tout tourner autour de moi, et j'abandonnais, la rage prenant le dessus. Je l'ai croisée 2 fois sur le campus, et à chaque fois, on s'est royalement évité. La seconde fois, j'ai fondu en larmes en rentrant dans ma chambre. Impossible de me calmer avant 20 bonnes minutes. Ces disputes me rendaient folle, et en même temps, je lui en voulais de ne se préoccuper que de Bastien plutôt que de reconnaître ce que j'avais enduré. Ça a pris une séance chez ma psy cette semaine-là pour que je prenne du recul. Ma thérapeute m'a expliqué que chacun réagit différemment face à un traumatisme, et que cela n'aurait rien d'étonnant si Daisy se montrait si attentive à Bastien pour ne pas affronter sa propre responsabilité dans ce qui m'était arrivé. Parfois, les gens déplacent leurs angoisses ailleurs parce que la vérité est trop douloureuse à regarder en face. Selon elle, Daisy devait se sentir responsable de mon arrestation, vu à quel point elle m'avait poussée à aller loin dans cette histoire de Sims. Se concentrer sur le coming out de Bastien, c'était pour fuir sa part de culpabilité dans mon traumatisme. Tout ça tenait debout, mais je me sentais quand même laissée de côté. La psy m'a conseillé d'essayer d'en parler à Daisy quand je m'en sentirais capable, en rappelant que les grandes amitiés survivent aux conversations difficiles, du moment qu'on reste honnête. Ce soir-là, j'ai craqué. Message à Daisy pour lui dire que je regrettais m'être emportée et qu'elle me manquait grave. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Daisy pleurait déjà. On a parlé pendant 2 heures. Tout est sorti. Elle m'a confié qu'elle avait eu très peur et qu'elle portait le poids de m'avoir mise dans cette galère. Je lui ai assuré que l'incompréhension des flics face aux jeux vidéo, ce n'était pas sa faute, même si je comprenais qu'elle culpabilise. Elle a reconnu avoir tout fait pour éviter de se confronter à son implication, rongée par la culpabilité. J'ai fini par m'excuser aussi, de ne pas avoir vu combien tout ça la faisait souffrir. On a fondu en larmes toutes les deux et promis qu'on ne se fâcherait plus jamais comme ça. À la fin, on a réussi à rire à travers nos larmes de l'absurdité de tout ce qu'on venait de traverser. Daisy a proposé qu'on voie Bastien à 3, histoire que chacun puisse s'excuser et qu'on avance. C'était bizarre, gênant, mais indispensable. On avait tous besoin de mettre un point final à ce cauchemar invraisemblable. On a donné rendez-vous à Bastien le samedi après-midi, dans un parc près de la fac. Daisy et moi sommes arrivés ensemble, et on l'a trouvé assis sur un banc, pas loin de la fontaine. Il avait meilleure mine que lors de son passage au foyer, le visage moins creusé et déjà quelques kilos repris. À notre approche, il s'est levé, les mains tremblantes. Il nous a expliqué qu'il vivait à présent chez sa tante, dans une chambre d'amis, qu'elle était très présente et l'aidait à réfléchir à la suite. Son regard s'est posé sur moi et il m'a dit, vraiment sincère, qu'il était désolé pour tout le chaos qu'avait provoqué sa disparition. Jamais il n'aurait pensé que la police ferait un lien entre sa déclaration de disparition et mes messages échangés sur un simple jeu vidéo. Il se sentait affreusement coupable de ce que j'avais subi et a proposé d'autres prises de parole publiques pour rétablir ma réputation, si cela pouvait m'aider. Je lui ai répondu qu'un témoignage serait utile, mais qu'aucune déclaration ne pourrait effacer le choc d'avoir été menottée chez moi. Il a fondu en larmes.
s'excusant encore et encore. J'ai vu ses épaules s'affaisser. J'ai compris qu'il était rongé par la culpabilité depuis le début. Il ne cessait de répéter qu'il n'avait jamais envisagé l'impact de sa disparition sur les gens autour de lui, qu'il avait été tellement absorbé par sa propre douleur qu'il n'avait absolument pas pensé aux conséquences pour les autres. Je lui ai dit que je comprenais, mais que ça ne changeait rien à tout ce que j'avais enduré. Les colliers de serrage qui me blessèrent les poignets, les bottes du raid sur le parquet de ma chambre, mes parents assistants, impuissants, à ma mise en accusation comme si j'étais une criminelle. Il a acquiescé, s'essuyant les yeux du revers de sa manche, puis a sorti son téléphone en me demandant s'il devait rédiger la déclaration tout de suite. J'ai accepté mais en insistant pour qu'il prenne le temps de bien rédiger chaque mot. Il s'est mis à taper pendant quelques minutes, pendant que je gratouillais la peinture écaillée sur le vieux banc. Daisy s'est rapprochée de lui pour jeter un œil par-dessus son épaule, corrigeant certains passages pour qu'ils soient plus clairs, et ils ont peaufiné le texte ensemble une vingtaine de minutes. Lorsque c'était prêt, Bastien m'a montré le brouillon. Il expliquait en détail le jeu Les Sims, insérait des captures d'écran, racontait la situation compliquée avec ses parents et affirmait sans la moindre ambiguïté que je n'étais en rien responsable de sa disparition. Il s'y excusait du malentendu et assumait toute la faute de ne pas avoir informé qui que ce soit de ses intentions. Je l'ai rassuré, lui disant que le texte me convenait et qu'il pouvait le publier. Daisy lui a effleuré le bras et lui a demandé s'il pouvait discuter seul un instant. Je me suis éloignée, allant m'asseoir sur un autre banc à quelques mètres de là, assez près pour les observer mais trop loin pour saisir ce qu'ils disaient. Face à face, Bastien a d'abord pris la parole, très animé, gesticulant pour se faire comprendre, tandis que Daisy, d'abord sur la réserve, croisait les bras, avant de finalement se détendre. Lorsqu'elle a fini par lui parler à son tour, je l'ai vue s'émouvoir, essuyant plusieurs fois ses yeux. Bastien lui a pris la main, et elle a accepté ce geste. Ils sont restés là à discuter encore un bon quart d'heure. À la fin, elle l'a serré dans ses bras avec une intensité qui laissait passer toute son émotion, et je l'ai vu retrouver un peu de sérénité en s'écartant, presque soulagée. Ensuite, ils sont revenus ensemble vers moi, et Bastien a annoncé « Je vais publier la déclaration maintenant ». Il a cliqué sur « Partager » et on est tous restés à fixer l'écran pendant que le post s'affichait sur ses réseaux sociaux. Les réactions n'ont pas tardé. À peine 5 minutes plus tard, il y avait déjà des dizaines de commentaires et autant de partages. Des gens venaient s'excuser directement auprès de moi, m'identifiant et disant regretter d'avoir été trop rapide à juger. D'autres ont supprimé leurs anciens messages où ils m'accusaient d'être folle ou dangereuse, mais une bonne partie continuait sur la même lancée, répétant que l'histoire restait étrange, que créer un Sims pour le torturer, c'était forcément malsain, peu importe le contexte. Quelqu'un a même commenté que j'avais probablement aidé Bastien à orchestrer sa disparition juste pour camoufler mes propres actions. Un autre a écrit que la déclaration ne prouvait rien et qu'on essayait simplement de manipuler l'opinion publique. J'ai fini par arrêter de lire, mes mains s'étant mises à trembler. Daisy m'a pris le téléphone des mains et a désactivé les notifications. Elle m'a conseillé d'arrêter de suivre tout ça pendant un moment et de penser un peu à moi. Bastien s'est à nouveau excusé, déplorant de ne rien pouvoir faire contre la vie des gens. Je lui ai expliqué qu'il n'y était pour rien. Certains avaient décidé de croire le pire, peu importe les preuves. On s'est dit au revoir au parc et je suis rentrée, complètement épuisée. À la maison, maman préparait le dîner dans la cuisine. Elle m'a demandé comment s'était passée la rencontre. J'ai répondu que ça s'était bien passé, tout en avouant que ça avait été particulièrement éprouvant. Elle m'a prise dans ses bras, fière de me voir affronter une épreuve pareille. Ensuite, elle m'a confié qu'avec papa, ils avaient pris rendez-vous pour une première séance de thérapie familiale la semaine suivante. Je lui ai demandé pourquoi ils ressentaient le besoin de consulter, et elle m'a expliqué que l'intervention de la police les avait eux aussi bouleversés. Papa, rongé par la honte de n'avoir pas mentionné plus tôt avoir croisé Bastien, se sentait coupable depuis des semaines, répétant qu'il aurait pu éviter tout ça s'il avait parlé. Maman m'en a avoué qu'elle faisait des cauchemars où le raid défonçait encore notre porte et qu'il lui arrivait de se réveiller en sursaut, persuadée d'entendre à nouveau le bélier. Je me suis sentie mal d'avoir été si absorbée par ma propre détresse, au point d'oublier celle de mes parents. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Gray, responsable de la sécurité du campus. Ils avaient visionné les enregistrements des caméras du parking et identifié l'auteur du graffiti sur ma voiture. Il s'agissait de Trevor, un étudiant de 3e année habitant juste à côté de chez moi. Il avait été sanctionné par la sécurité du campus, sommé par la fac de payer les réparations. Gray m'a expliqué que Trevor prétendait seulement avoir voulu prévenir les autres étudiants à mon sujet, persuadé d'agir dans leur intérêt. J'ai demandé s'il avait été exclu, ce à quoi Gray m'a répondu que non, que Trevor écopait simplement d'un avertissement et de travaux d'intérêt général obligatoires. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins, l'incident avait été pris au sérieux. Je l'ai remercié du suivi et de la réactivité de la sécurité. Le lendemain, Maya m'a convoquée dans son bureau. Elle souhaitait m'aider à officialiser une plainte contre les étudiants qui m'avaient fait vivre un enfer sans la moindre preuve.
On a tout passé en revue pendant près d'1 heure, consignant chaque incident depuis que la vidéo avait circulé. Les chuchotements en cours, les gens qui m'esquivaient au réfectoire, la bombe de peinture, les messages anonymes reçus. Maya a envoyé la plainte au doyen, réclamant des mesures à l'échelle de l'université. 3 jours plus tard, le doyen faisait un rappel à tous les étudiants sur l'importance de la présomption d'innocence et des dangers des jugements hâtifs. Il expliquait comment les réseaux sociaux pouvaient amplifier la désinformation et rappelait que des accusations ne valaient pas preuve. Le courrier ne mentionnait pas mon nom, mais tout le monde savait de quoi il retournait. Certains étudiants, en lisant ce message, ont levé les yeux au ciel, le jugeant purement symbolique. Pourtant, quelques-uns sont venus vers moi pour s'excuser de leur attitude. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Maya insistait depuis des semaines pour que je rejoigne un groupe de soutien pour personnes ayant vécu un traumatisme, et j'ai fini par accepter de tenter l'expérience. Le groupe se retrouvait le jeudi soir, dans un bâtiment un peu à l'écart du campus. La première fois que j'y suis allée, ils étaient une petite dizaine, installés en cercle. L'animatrice s'est présentée, puis m'a demandé si je voulais expliquer ce qui m'amenait. J'ai résumé mon histoire, et tous ont hoché la tête, comme s'ils saisissaient ce que j'avais traversé. Les semaines suivantes, j'ai écouté celle des autres. Un garçon qui s'était fait cambrioler pendant son sommeil, une fille victime d'un accident de voiture, quelqu'un qui avait assisté à une agression. Entendre leurs témoignages m'a permis de me sentir moins isolée, de réaliser que je n'étais pas le seul à sursauter au moindre bruit ou à lutter pour trouver le sommeil. Quand j'ai raconté mon expérience, ils m'écoutaient vraiment, sans jugement. Tous savaient que le traumatisme reste difficile à comprendre tant qu'on n'y a pas été confronté soi-même. Grâce au groupe, j'ai pu apprivoiser la peur et la colère que je traînais depuis si longtemps. Peu à peu, j'ai mieux dormi, mes crises d'angoisse se sont espacées. Avec Daisy, on recommençait à échanger régulièrement, mais quelque chose avait changé. On faisait plus attention l'un à l'autre, on osait parler de ce qu'on ressentait, vraiment. Elle me demandait de mes nouvelles en attendant une vraie réponse, pas juste un « ça va » expédié. Je faisais pareil de mon côté. On a fini par mettre des mots sur le passé, sur Bastion, sur cette culpabilité qu'on partageait, mais pas pour les mêmes raisons. Elle m'a confié qu'elle usait de l'humour pour éviter d'affronter la douleur après la rupture. Je lui ai dit que j'avais suivi le mouvement parce que je voulais l'aider, alors qu'il aurait sans doute fallu qu'on trouve tous les deux des moyens plus sains. On s'est fixé de nouvelles règles, ne plus s'encourager dans nos pires travers, se rappeler à l'ordre si l'un de nous commençait à sombrer. On reconstruisait notre amitié sur quelque chose de plus solide, fondé sur une vraie communication et non sur des plaisanteries pour masquer les émotions. Cette relation-là était plus authentique, plus solide. On arrêtait enfin de jouer un rôle pour s'autoriser à être sincère. 4 mois ont passé, et un mardi matin, je me suis réveillée sans cette boule d'angoisse au creux de la poitrine. J'avais enfin dormi d'une traite depuis la descente, sans cauchemar, sans policier déboulant dans ma chambre. Ma psy a souri quand je lui ai raconté ça lors de notre rendez-vous dans l'après-midi. Elle m'a dit que j'avais vraiment progressé, même si elle m'a prévenue. Certains bruits me feront sûrement toujours sursauter, et je resterai nerveux en présence de flics. Je peux vivre avec ça. L'essentiel, c'est que je dors à nouveau tranquille, sans voir des agents retourner ma chambre à chaque fois que je ferme les yeux. 1 semaine plus tard, Bastion a envoyé un message à Daisy et à moi avec une bonne nouvelle. Il avait décroché une place dans un programme d'aide pour jeunes LGBTQ confrontés à des problèmes de logement. Ce programme allait l'aider à trouver un toit et à accéder à des ressources, le temps de réfléchir à la suite. Il nous donnait régulièrement des nouvelles. Entretien d'embauche, rendez-vous avec la psychologue, ou petite victoire du quotidien comme avoir enfin trouvé un appart abordable. Pour Daisy et moi, c'était rassurant de savoir qu'il reprenait pied et qu'au moins quelque chose de positif avait fini par émerger de tout ce chaos. Ça paraît curieux de s'inquiéter pour son ex après tout ce qui s'est passé, mais parfois, les épreuves créent des liens auxquels on ne s'attendait pas. Un samedi matin, mes parents m'ont franchement convoqué pour ce qu'ils ont appelé une discussion sérieuse. Je m'attendais à me faire réprimander, mais en fait, ils voulaient comprendre. Ma mère avait regardé des vidéos YouTube sur les Sims, mon père s'était renseigné sur la culture geek et l'humour noir chez les jeunes. Ils ont reconnu qu'en ne connaissant pas les Sims, tout cela pouvait effectivement sembler inquiétant. Mais maintenant, ils comprenaient que pour moi, il s'agissait simplement de blagues. J'ai essayé de leur expliquer pourquoi notre génération récupérait l'humour noir, comment on chasse le stress avec des mèmes ou des blagues qui leur paraissent parfois choquantes. On a discuté près de 3 heures, sans accusation, sans défense, une vraie conversation. Ça n'a pas tout arrangé, mais ça a beaucoup aidé. Ils ont compris que je n'étais pas un gamin à problème. Et moi, pourquoi ils avaient eu tellement peur ce matin-là? Aujourd'hui, ça va vraiment, pas juste pour rassurer les autres. La terreur de cette matinée ne disparaîtra sans doute jamais totalement. Je sursaute encore quand on frappe un peu fort à la porte ou qu'une sirène hurle dehors. Mais j'ai retrouvé une vie normale. Je peux aller en cours sans crise de panique et dormir sans cauchemar toutes les nuits. Je continue à jouer aux Sims,
parce que je refuse de laisser la peur m'empêcher de faire ce que j'aime, mais je fais bien plus attention à la façon dont j'en parle par message. Je ne rigole plus au sujet des Sims enfermés ou des Sims disparus, même si des millions d'autres joueurs font pareil. J'ai compris que le contexte, c'est tout, bien plus que je ne le croyais avant cette histoire. Une capture d'écran ou un message mal interprété peut ruiner une vie en quelques heures. Daisy et moi, on est plus proches qu'avant. On a traversé l'impensable ensemble et on continue à se confier, à se faire confiance. On est plus honnête, plus attentif à ne pas se laisser entraîner par de mauvaises idées. Je suis fière de la manière dont on s'en est tous sortis. Moi, Daisy, Bastion et même mes parents. Personne n'a été irréprochable, mais chacun a fait de son mieux pour gérer cette situation impossible et s'en tirer avec le plus de dignité possible.